Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci aussi pour votre intérêt pour cette table ronde. Le sujet de la table ronde me tient à cœur. Je suis juriste en droits de l'homme et je travaille surtout sur la loi des droits de l'homme, la loi environnementale également. Nous avons vu ces derniers mois une série de restrictions sur les fondements de la liberté qui mènent à des questions très importantes. Et ce sera le sujet du jour. D'abord, je voudrais remercier Chloé Jesquier et ses collègues qui ont travaillé très dur pour s'assurer que cette table ronde puisse avoir lieu. Ensuite, à titre d'introduction, je voudrais vous signaler que nous sommes en live. Il est possible qu'il y ait quelques soucis techniques. Si c'était le cas, merci de votre patience. Nous allons essayer de résoudre les soucis au plus vite. Mais c'est une première pour nous tous. Donc, merci de votre compréhension. Alors, sans plus attendre, je voudrais vous présenter l'orateur de cette table ronde. C'est Yves Saint-Omer. Le présenter en quelques mots n'est pas simple quand vous connaissez son CV, mais je vais quand même essayer. Yves Saint-Omer est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8. Il est chercheur à la Maison française d'Oxford et membre associé au Nuffield College à Oxford, au CRESPA et aux universités de Neuchâtel et du Pays basque espagnol. Je vais m'adresser à Yves pendant la table ronde et il s'agira essentiellement d'une discussion entre moi-même, Yves et vous, les auditeurs. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à nous interrompre. Nous allons parler en anglais, mais malheureusement pour vous, vous avez en face de vous 2 personnes francophones. Donc je vous demanderai de nous excuser, en tout cas de m'excuser moi pour mon accent, parce que certainement que l'accent de Yves est parfait, mais que ce ne soit en tout cas pas un obstacle à votre participation. Et nous encourageons bien sûr l'interaction et la participation est essentielle à cette table ronde. C'est d'ailleurs l'un des principes que nous voulons appliquer. Commençons à discuter de notre sujet, les libertés fondamentales, socle mutable de nos démocraties. C'est un sujet assez provocateur, me semble-t-il, et je voudrais que nous parlions des libertés fondamentales pendant la pandémie. Comme vous le savez tous, le Covid-19, c'est probablement le principal défi de notre génération. Le virus a perturbé toutes les économies du monde, a renforcé les inégalités de par le monde et son impact sur les libertés fondamentales est tout aussi important. Je suis assez sûre que vous tous, ces derniers mois, vous avez connu des restrictions de certaines de vos libertés. Covid-19 a eu un impact sur les libertés fondamentales à 2 niveaux. D'abord en agissant en tant que révélateur des thématiques des droits de l'homme que nous connaissions précédemment. Donc, les personnes fragiles sont encore plus à risque, comme les détenus, les personnes qui souffrent de handicap, et aussi les femmes qui sont encore plus à risque de violences familiales. Le nombre de violences familiales dont il a été fait état en France notamment, a augmenté très fortement pendant le confinement. Et le Covid-19 a aussi eu un impact sur les libertés fondamentales parce que les gouvernements ont dû prendre des mesures qui ont eu un effet direct sur les droits de l'homme. Nous pensons immédiatement aux restrictions de la liberté d'association, liberté de mouvement, mais l'impact du virus sur les droits de l'homme est bien plus large que cela. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons vu des restrictions du droit de la famille. En effet, durant le confinement et même après le confinement,
Des enfants qui ont des parents séparés n'ont pas toujours pu maintenir une vie familiale avec le parent avec lequel ils ne vivent pas habituellement. De la même façon, les enfants qui ont un parent en détention n'ont pas pu avoir de lien familial avec ces détenus. Nous avons aussi vu des personnes âgées qui ne pouvaient pas voir leur famille pendant très longtemps. Il y a eu aussi des restrictions sur la liberté d'expression. Les manifestations étaient interdites dans de nombreux pays. Il y a eu aussi des mesures prises pendant la pandémie pour réduire l'impact des fake news. Et ça a eu une influence sur le travail des journalistes et sur le droit de la liberté d'expression de tous les citoyens. Il y a eu également beaucoup d'audiences qui n'ont pas pu avoir lieu pendant le confinement. Et quand il y avait des audiences, bien souvent, c'était avec un seul juge, alors que normalement, il aurait fallu une procédure collégiale. Et ça a eu un impact sur le droit à une justice équitable. Les prisonniers n'ont pas toujours pu rencontrer leur avocat. Et il y a eu énormément de retard pour les audiences. Durant la pandémie, il y a eu aussi beaucoup de restrictions du droit à la vie privée. Les gouvernements ont utilisé les renseignements des opérateurs téléphoniques ou télécoms pour suivre les mouvements de population qui avaient lieu dans le pays. Par exemple, en France, il y a eu assez bien de mouvements de population des Français qui vivaient dans les grandes villes ou à Paris pour se rendre dans leurs résidences secondaires. Et les gouvernements ont pu suivre leurs mouvements parce qu'ils avaient toutes les informations provenant des opérateurs téléphoniques. L'impact sur le droit à la vie privée était également évident par les applications de contact tracing. On a vu ça en Israël, en Pologne, en France, en Allemagne, en Corée du Sud. Et ces applications ont eu un impact énorme sur la vie privée. Effectivement, les autorités publiques pouvaient voir où se trouvaient les citoyens et ce qu'ils faisaient. Surtout les personnes qui étaient en quarantaine parce qu'ils étaient contaminés. Très souvent, la police pouvait tracer leurs mouvements. Nous avons vu également des restrictions sur le droit d'asile. Par exemple, en Italie, le gouvernement a fermé les frontières pendant la pandémie. Et les personnes qui se trouvaient à la frontière, très souvent dans la mer, ne pouvaient pas pénétrer le pays pour faire leur demande d'asile. Et ce ne sont que quelques exemples des restrictions de nos droits fondamentaux. Pendant des mois, les gouvernements ont été sur la corde raide parce qu'ils ont dû équilibrer le fait de sauver des vies et permettre les libertés des citoyens qui sont également essentielles. Ce jeu d'équilibre était parfois très difficile, parfois pour les personnes âgées notamment. Les gouvernements essayaient de les protéger pour qu'ils ne soient pas contaminés, mais en même temps les séparer de leur famille, ce qui avait en soi également une influence sur leur santé. Et d'ailleurs, beaucoup sont morts de solitude. Et comme la pandémie se prolonge, comme nous voyons l'émergence de mesures qui durent dans le temps et qui vont continuer de durer, parce que les gouvernements nous ont annoncé qu'on vivrait avec la pandémie jusqu'à l'année prochaine, le milieu de l'année prochaine, ou même plus longtemps. Cela soulève plusieurs questions au fil des mesures d'urgence. Et je vais poser ces questions à Yves Saint-Omer. Yves, pensez-vous que nos démocraties modernes dans le monde sont équipées pour protéger
les droits de l'homme dans un état d'urgence qui se prolonge. Merci beaucoup, Grace. Merci, Chloé et son équipe, d'avoir organisé ce débat et de m'avoir donné la possibilité d'avoir un échange avec vous aujourd'hui. Excusez-moi également pour mon accent en anglais, mais j'espère que vous pourrez me comprendre. Pour répondre à votre question, Grace, je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec vous à 85 ou 90%, mais que je ne suis pas d'accord avec quelque chose comme 10%. Et j'aimerais aussi mettre ce désaccord en lumière pour le bénéfice de la discussion. Je pense que très souvent, nous avons le sentiment que nous savons ce que sont les libertés fondamentales. Ça nous semble évident. Et en fait, c'est un sujet très polémique. Il y a deux vues traditionnelles de ce que sont nos libertés et nos droits. D'abord, et c'est celle des pères fondateurs des États-Unis, il s'agit de voir le droit comme un espèce de joker. Vous avez une carte qui est une carte gagnante. Elle gagne sur toutes les autres. Et au début, c'était la carte des adultes blancs, des hommes qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans un cercle, leur cercle familial, mais aussi leurs esclaves, leurs femmes, etc. Et c'est l'idée selon laquelle les libertés doivent être perçues comme libres de toute intervention de l'État. Les libertés fondamentales sont individuelles, c'est-à-dire que personne, et particulièrement pas l'État, n'a le droit d'interférer avec ce que vous voulez faire. C'est une vue très forte, très puissante de ce qu'on appelle les libertaires aux États-Unis, et nous l'avons vu très fort dans le chef de ceux qui protestent contre les politiques durant la pandémie. Ça, c'est l'extrême droite, mais vous avez aussi ça à l'extrême gauche. Les gens inspirés notamment par l'opinion foucaldienne d'un État qui contrôle, d'une société qui contrôle. Le problème, c'est que dans cette opinion, les opinions sont très individualistes. C'est ce que le philosophe allemand Willkür appelle une espèce de décision arbitraire que l'on prend par soi-même sans prendre les autres en considération. Et cette vision individualiste des libertés, on pourrait dire que les libertés, ce n'est pas ce que l'on veut faire sans intervention de l'État, parce qu'il faut prendre les autres en considération et prendre une voie qui est respectée et qui protège les libertés des autres. Dans cette perspective, la liberté n'est pas un droit, ce n'est pas un joker, mais c'est un atout, une carte forte, mais il y en a d'autres que possèdent les autres personnes. Et donc le système de liberté, le système du droit est un système où il y a des tensions, des controverses. Il faut peser les cartes. Ce n'est pas comme avoir un joker. Et dans cette deuxième perspective, en France notamment, mais pas seulement en France, souvent dans le monde, nous avons une autre interprétation, une interprétation classique qui perçoit les libertés comme devant être protégées de l'État par l'État. Et l'État a le devoir de fixer les conditions formelles, mais légales aussi, des libertés fondamentales. En fait, dans la tradition républicaine, vous ne devez pas craindre l'État, vous devez craindre autrui dans la société. Vous devez craindre d'autres pouvoirs dans la société. Dans cette vue républicaine, l'État est en quelque sorte paternaliste. L'État va s'occuper de vous, vous devez faire confiance à l'État. Et votre sécurité
par exemple, est dans les mains de l'État. Je pense que nous devons aller au-delà des deux options, soit une vue très individualiste des libertés fondamentales ou la vue paternaliste des libertés. Durant la pandémie, ceux qui disent que l'État n'a pas le droit d'interférer, par exemple, avec notre liberté de mouvement, donc une conception très individualiste de la liberté, 80% des limites que vous avez mentionnées montrent également que nous devons être prudents que l'État ne prenne pas plus de décisions que nécessaire. Donc, si je reviens à votre question, qui oppose la démocratie et l'urgence, je dirais qu'il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas une réponse unique. La démocratie dans le monde a connu des réponses très différentes à la pandémie, à la crise Covid. Comparez la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, il y a différentes réponses. Des réponses qui vont bien au-delà de la dichotomie entre la démocratie et l'autoritarisme. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un risque non seulement de limiter les libertés durant la période d'urgence, mais aussi d'inclure des politiques qui ont été inactives pendant la pandémie dans la loi normale, dans la loi post-pandémie. C'est un risque. Un autre point est essentiel. C'est l'interaction entre les citoyens et les dirigeants pendant la crise d'urgence et aussi après. Il s'agit de faire confiance à ces dirigeants et d'être co-acteurs des politiques qui doivent être adoptées pendant la pandémie. Pas les politiques quotidiennes, mais les directions que prendront les politiques. Et je pense que ça a été un problème, notamment en France, et ce n'a pas été le cas. Merci beaucoup pour votre réponse, qui est très intéressante. Je voudrais revenir à ce que vous nous avez dit. Il y a un risque que les lois d'urgence deviennent des lois normales à l'avenir. C'est un point essentiel en ce qui me concerne. Et en tant que professionnel des droits de l'homme, c'est aussi quelque chose que nous avons remarqué dans la période qui a suivi les actes terroristes, notamment aux États-Unis avec le Patriotic Act, mais aussi dans d'autres pays, avec des lois qui donnaient beaucoup de pouvoir à la police et aux autorités. Et en fait, ces lois, qui étaient censées être des lois restreintes au terrorisme, ont été utilisées dans les activités quotidiennes quelques années plus tard. Donc, il y a un risque réel. Si vous observez le sondage que nous avons fait auprès des participants, seulement 33% d'entre eux pensent que les restrictions que nous avons observées pendant la pandémie vont devenir permanentes à l'avenir. Alors, je me pose une question, et c'est aussi lié à la transparence. Comment pensez-vous que les gens peuvent prendre un rôle actif par rapport à leurs dirigeants si ils ne comprennent pas totalement le risque associé à certaines des restrictions que nous avons observées? Et s'ils croient véritablement que ces risques n'existent pas, parce que c'est le cas pour 67% des participants à la table ronde. Je dois avouer que j'ai une petite difficulté à répondre à la question, parce que la question, ça n'a pas été « vous craignez que certaines des décisions », ça a été « vous craignez que les décisions puissent, etc. » Donc c'est difficile d'y répondre. Je pense que l'on peut craindre que certaines d'entre elles vont demeurer,
mais je ne crains pas que toutes vont perdurer. Par exemple, le couvre-feu, c'est une limitation très forte de notre liberté de mouvement, mais je pense que c'est une mesure partiellement justifiée pour cette époque. Mais je ne crois pas que c'est une mesure qui va se poursuivre au-delà de la pandémie. D'autres, par contre, pourraient rester, et c'est très dangereux. Pour faire face à ce risque, je pense qu'il nous faut avoir une limitation très stricte de la façon dont les gouvernements, dans les circonstances de cette urgence, peuvent fixer des règles qui n'ont pas de limite dans le temps et qui pourraient être utilisées au-delà de la période d'urgence. Je pense aussi qu'un débat est nécessaire. Ce n'est pas tellement la crise Covid, mais pensez à la crise climatique. Il est important de comprendre que parfois la désobéissance civique est justifiée pour protester contre certaines politiques. Nous devons être conscients de la façon dont, en France, parce que ce n'est pas seulement aux États-Unis, même si on a ces images de la police américaine qui réprime les manifestants, nous pouvons prendre le point de vue européen également. Nous devons être conscients que ce n'est pas seulement vrai pour les États-Unis ou des gouvernements autoritaires, ça peut aussi avoir lieu dans un pays comme la France. La police française a été très agressive pour réprimer les manifestations de ces dernières années. La stratégie générale de la police en Europe, ça a été la réduction de la violence, et la police française a adopté une ligne très dure. Si vous comparez, par exemple, la répression des Gilets jaunes en France et la répression du mouvement démocratique de Hong Kong, il est probable que la police française ait été plus agressive même que la police chinoise ou la police de Hong Kong sur le territoire de Hong Kong. Donc nous devons bien comprendre que parfois la désobéissance civique est nécessaire et nous devons comprendre que nous avons besoin de nouveaux outils institutionnels, de nouvelles innovations démocratiques institutionnelles pour créer d'autres arènes de débat autour de la liberté, de la politique et comment réagir à l'urgence. Ça m'amène à ma deuxième question. Pensez-vous que les droits fondamentaux sont ajustables? La loi nous donne des indications, donc la loi des droits de l'homme, des indications par rapport aux droits qui peuvent être limités. Certains droits ne peuvent pas l'être, comme la protection contre la torture, qui ne peut pas être limitée, le droit à un jugement équitable non plus, mais certains droits, oui, et c'est inscrit dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment, et dans les droits de l'homme. Certains droits peuvent être limités. Effectivement, il y a bien sûr des contraintes qui s'appliquent au gouvernement dans ce cas, mais ils peuvent être limités. Donc la question ici, c'est d'apprécier si ces limitations sont nécessaires, proportionnées, et de votre point de vue, la façon dont vous percevez ce sujet, vous pouvez avoir d'autres réponses. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens ont des espaces ou peuvent trouver des espaces de participation dans l'évaluation du besoin, la proportionnalité de certaines
mesures qui ont été prises et qui seront prises, ou bien pensez-vous qu'il n'y a en effet pas d'espace? Vous avez parlé de la désobéissance civique, c'est aller assez loin, mais est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour les citoyens? Si il y a des lois qui perdurent, vous pensez qu'il y a de la place pour les citoyens pour qu'ils apprécient le besoin et la proportionnalité de certaines de ces mesures, ou bien est-ce que ça va être laissé aux cours de justice? En France, par exemple, les cours de justice ont été saisis par rapport aux actions gouvernementales et la Cour constitutionnelle également a dû intervenir pour décider s'il y avait proportionnalité. Donc, est-ce que vous pensez que ça doit être laissé aux cours de justice ou bien est-ce que les citoyens peuvent participer à la discussion? Encore une fois, je pense que les droits peuvent être limités par les États, mais les droits peuvent aussi être limités par d'autres droits. Il existe une tendance ou un pouvoir compensateur des différents droits. Et ainsi, le droit de circuler librement et le droit de vivre peuvent être opposés, ou ils peuvent être opposés par rapport à leur intention. Donc, comment pouvons-nous faire face au risque que ces limitations des droits dans la période d'urgence durent? Et existe-t-il des voies qui permettent aux citoyens d'être actifs dans cette perspective? Nous avons vu que les élections ne sont pas suffisantes. Nous avons élu des gouvernements bien avant les pandémies. Et les décisions qu'ils ont prises n'ont rien à voir avec le débat public qui a eu lieu avant les élections. Donc, les élections sont importantes, mais elles ne constituent qu'une partie de la réponse. Les tribunaux sont essentiels à un système où règne l'état de droit, ce qui est très important pour limiter les abus de pouvoir qui sont très fréquents partout et pas seulement dans les pays autoritaires. Le débat public existe à nouveau, mais il est insuffisant, surtout dans les pays où le processus décisionnel est très centralisé et où la distance entre les citoyens et les dirigeants est très importante. Lorsque vous n'avez pas de canaux de communication ou les canaux de communication entre les citoyens et les décideurs sont peu nombreux ou inefficaces, je pense donc que nous devons inventer de nouvelles formes de participation. Pensez à la Convention des citoyens pour le climat qui est en France et je pense qu'il y a quelque chose de similaire en Grande-Bretagne et le gouvernement écossais organise également quelque chose de similaire aussi le mois prochain. Et quelque chose a été également organisé dans ce sens à Budapest en Hongrie. Donc, cette idée que des citoyens choisis au hasard, avec une très grande quantité d'informations, avec des auditions publiques, avec des discussions en petits groupes et des discussions en assemblée générale, ils peuvent travailler sur des questions publiques très importantes. Et ça, c'est quelque chose de très prometteur. Et j'aurais souhaité que pendant la pandémie, nous puissions avoir des assemblées de citoyens ou des conventions qui auraient pu suivre la pandémie et qui n'auraient pas proposé des politiques concrètes pour faire face à la pandémie, mais qui auraient discuté d'un plan A, d'un plan B ou d'un plan C, laissant au gouvernement le soin de décider où mettre en œuvre les plans A, B ou C. Mais au moins avec un dialogue et des discussions entre citoyens sur la manière de faire face à la pandémie et de trouver un équilibre entre le droit à la vie et le droit à la liberté de mouvement, etc., etc. Et je pense que dans un certain nombre de pays, nous avons eu des décisions très paternalistes venant d'en haut. Dans d'autres, nous avons eu des discussions plus équilibrées entre le gouvernement central,
surtout dans les pays fédéraux et les gouvernements locaux, mais très souvent, les citoyens ont été marginaux dans la discussion. Et donc, nous devons imaginer de nouveaux canaux afin de transformer les citoyens. Ils sont actuellement des utilisateurs ou des utilisateurs passifs et des clients de l'État, et on doit les transformer en utilisateurs ou partenaires actifs de l'État. Et cela, non seulement pendant la pandémie, dans la période d'urgence, mais aussi après la période d'urgence. Et je pense que ce serait une carte à jouer solide pour vérifier si certaines limitations des libertés fondamentales sont inutiles ou non. C'est une question à laquelle vous pourrez avoir des réponses. Et c'est une question que je me pose également. J'ai parfois l'impression que les gens sont prêts à renoncer à certaines libertés et en avoir d'autres, ou ils aimeraient en avoir d'autres. Laissez-moi m'expliquer. Je pense que certains droits politiques et civils, tels que le droit à la vie privée, sont des droits auxquels les gens sont prêts à renoncer. Et nous l'avons vu lorsque les gens ont discuté de la question de la recherche des cas contacts. Mais de l'autre côté, les droits sociaux, économiques pourraient devenir de plus en plus importants pour les gens et ils pourraient même prendre de l'importance à mesure que nous voyons les conséquences de la pandémie. Le droit à un logement décent, par exemple, devient de plus en plus important. Et je le sais, car, par exemple, pour certains des clients que je défends actuellement, je le revendique vraiment en ce moment, car le fait de ne pas avoir de maison les expose encore plus au risque d'attraper le Covid-19. Mais nous avons également vu que les droits environnementaux deviennent plus importants pour les gens, le droit à la santé publique, le droit à un environnement sûr deviennent de plus en plus importants pour les gens. Donc, pensez-vous que nous pourrions également être témoins d'une situation de cette sorte à l'avenir, de telles situations à l'avenir, un changement dans les droits fondamentaux qui nous sont garantis aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Tous les cas que vous avez mentionnés sont cruciaux, essentiels, et nous pouvons voir qu'il y a un équilibre entre les anciens droits et les nouveaux droits. C'était également le cas auparavant dans l'histoire, lorsque les droits civils et civiques devaient être équilibrés par les droits sociaux. Et ensuite, nous avons eu un système de sécurité sociale, par exemple, auquel les gens se sont affiliés. Et ce n'était peut-être pas votre liberté d'être affilié ou non. C'était pour protéger les personnes les plus faibles contre les contrats injustes avec les entreprises, avec les employeurs. Et je pense donc que nous devons comprendre que le système de droit n'est pas comme, comment je peux dire, le code du travail, où vous avez des droits et vous pouvez en ajouter de nouveaux et que les autres ne changent pas. C'est plutôt comme un écosystème où vous avez, comment je peux dire, des prédateurs et des proies, vous avez des tensions et de la concurrence, et vous devez comprendre que cet équilibre bouge tout le temps. Et pour le saisir, vous devez comprendre que ces droits ne sont pas une limitation à la politique. C'est dans le cadre du débat public et politique et du débat démocratique que cet équilibre peut, espérons-le, être mis en place. Grace, vous avez disparu de l'écran. Je ne vous vois plus. Je sais que nous avons des questions, mais je ne peux pas les lire. Je ne peux pas lire les questions venant du public. Pouvez-vous les renvoyer peut-être? Je ne sais pas. Ah, j'en vois. Je vois une question ici. Monsieur Saint-Omer,
pensez-vous qu'une assemblée de citoyens aurait été entendue à cette époque où les conclusions des médecins et des scientifiques étaient plus importantes? Et après, il y a un commentaire, une question qui concerne la définition, Grace. Oui. Les droits fondamentaux sont plus que des droits ordinaires. Ils sont protégés contre la disparition par les règles ordinaires et les lois internationales. OK. J'aimerais entendre vos réponses à certaines de ces questions, Grace. Ces questions très cruciales, Grace. Si vous acceptez. Oh, de quelles questions s'agit-il? Ah, aux questions que vous avez soulevées ou aux questions soulevées par le public, par exemple, que je viens de dire, Grace. Ah, OK. D'accord, oui. La première question, est-ce que j'ai le sentiment que certaines des restrictions que nous avons eues vont devenir permanentes? Oui, je le pense. Je pense qu'elles évoluent toujours de la même manière et dans le même sens. Il n'y a pas de retour en arrière. Lorsque nous perdons un droit ou que nous trouvons des limites, nous revenons rarement à la situation antérieure. Et nous l'avons vu en droit pénal, en ce qui concerne les politiques prises pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Donc, je pense que lorsque nous perdons quelque chose, je ne pense pas que nous allons le récupérer, du moins pas dans un avenir proche. Et quelle était l'autre question? J'ai oublié. Alors, la question s'adressait également à vous. Certains des droits sont protégés par les règles ordinaires du droit international ou national. D'autres sont protégés. Certains sont protégés, d'autres pas. Oui, certains sont protégés, comme je vous l'avais dit. Et en cas de pandémie, le droit international est très protecteur et restreint les droits des gouvernements en prenant certaines mesures. Donc, en France et en Europe notamment, nous avons le Corps européen des droits de l'homme qui est assez actif et qui donne des conseils sur la manière d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de certaines des mesures qui sont prises. Et je voudrais également mentionner que certains États ont décidé d'utiliser l'article 15 de la Convention européenne et de déroger donc à certains droits en disant que pour le moment, ils n'appliqueraient pas certains droits qui sont garantis par la Convention. Et il est important de mentionner que même pendant la période dérogatoire, la Cour européenne des droits de l'homme peut encore apprécier si une dérogation a été nécessaire ou non. Et donc, elle ne donne pas aux États la liberté totale de déroger aux droits garantis par la Convention. Elle applique toujours une certaine forme de contrôle et vérifie les actions des États, pour que ça soit clair. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et pour répondre à la question de savoir si une assemblée de citoyens aurait été entendue à cette époque, c'est une question tout à l'heure, à cette époque où les scientifiques et les médecins donnaient les réponses les plus importantes. Je voudrais souligner que nous devons faire la différence entre la vraie et la fausse science, donc la real et fake science. Nous avons vu de la fausse science, surtout dans les pays comme les États-Unis, où le président a été, comment je puis dire, sympathique, on va dire, aux fake news et aux fake science. Mais même lorsqu'on limite la discussion à la science et à la vraie médecine, nous avons vu qu'il y a des discussions au sein des professions médicales et scientifiques, entre les scientifiques et les médecins, sur ce qu'il faut faire. Quels sont les scénarios? Quels sont les modèles? Comment devrions-nous réagir à la crise? La médecine en Allemagne, ici en France, en Suède, en Angleterre,
à Taïwan a été différente. Les grandes orientations n'ont pas été les mêmes. Donc je pense qu'il y a un espace, non seulement pour les tribunaux, mais aussi pour les citoyens, pour discuter des différentes alternatives et pour pouvoir dire, afin d'équilibrer la protection de la santé, la protection des emplois, la protection des libertés, de la circulation, du mouvement et ainsi de suite, comment pouvons-nous trouver le bon équilibre? Et je pense que les citoyens doivent avoir leur mot à dire à ce sujet, et pas seulement les hommes politiques parce qu'ils ont été élus. Les participants ont-ils d'autres questions à poser? Oui, une question qui concerne l'équilibre entre nos craintes et la confiance. Souhaitez-vous répondre d'abord à la question, Grace, sur la réglementation? Ou l'équilibre entre les craintes et la confiance? C'est une question compliquée, mais en ce qui concerne les mesures prises, personne ne peut dire que les gouvernements n'ont pas fait ce qu'il fallait. Pour moi, en tout cas, la question, c'est que nous avons eu le confinement, du moins en France. Ça a été décidé dans la précipitation, mais la crise sanitaire va durer. Et même si nous faisons confiance au gouvernement, et moi, je fais confiance au gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles je n'ai pas accès, même si nous faisons confiance au gouvernement, il n'est pas bon ou positif pour les citoyens de rester passifs pendant une si longue période sur un sujet aussi important qui aura des conséquences pour les 10 années à venir, voire plus. Donc, ce n'est pas une question de confiance ou de crainte. Il s'agit de pouvoir s'exprimer sur ce qui vous semble important. Donc, comment les États pourraient équilibrer les différents intérêts et tout le monde a son mot à dire. Donc, par exemple, les personnes âgées sont en train de se plaindre parce qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas rester chez elles parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si vous ne pouvez pas voir votre famille. Les propriétaires des restaurants disent qu'ils veulent pouvoir poursuivre leur activité. Les personnes qui ne travaillent pas veulent pouvoir dire que la santé publique est la question la plus importante. Tout le monde a son mot à dire, mais si nous voulons que les règles soient acceptées, elles doivent être comprises et probablement partagées par le plus grand nombre de personnes possible. Sinon, il y aura des tensions et les règles ne seront probablement pas respectées. Oui, je suis d'accord. Oui, je pense que la confiance ne signifie pas d'être aveugle. Un gouvernement doit pouvoir démontrer qu'il mérite cette confiance de la part des citoyens. Et cette confiance comporte trois composants, trois éléments, au moins pour une confiance légitime. Donc, tout d'abord, le premier est la transparence que Grace a mentionnée. Deuxièmement, on pourra parler de la cohérence. Quand vous avez des gouvernements qui ne sont pas cohérents, qui n'agissent pas de manière cohérente, il est très, très difficile de leur faire confiance. Et dans beaucoup de pays, cela n'a pas été le cas. Je vais donner un exemple pour les universités en France. Un domaine que je connais bien, mais je suis presque sûre que vous pouvez trouver d'autres exemples. Il y a quelques semaines, il y a eu une réunion entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les directions des universités de Paris et de la banlieue. Et à l'époque, la politique officielle du gouvernement était: dites à tous les étudiants de venir à l'université. Et la plupart des grandes universités françaises de Paris et de la banlieue ont suivi cette recommandation.
Et 10 jours plus tard, le gouvernement a dit non, 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 retournez au système hybride. Donc, 10 jours plus tard, ce n'était pas cohérent. Et nous devons faire face à cette incohérence des politiques quand elle n'est pas claire. Mais il faut quand même leur faire confiance. Et puis, la troisième condition, au-delà de la transparence et de la cohérence, et Grace a également présenté le sujet également, la démocratie, le débat public, l'idée que le gouvernement n'est pas Dieu. Le gouvernement doit faire face à des décisions difficiles, ça c'est clair, dans une situation complexe, c'est clair aussi, mais nous devons avoir notre voix, notre mot à dire dans ce process. Donc, le problème n'est pas que le gouvernement agisse et que les citoyens aient confiance. Il s'agit de savoir comment parvenir à des décisions qui peuvent être, sinon consensuelles, du moins discutées démocratiquement. Avez-vous d'autres questions? Oui, bonjour à tous. Il y a une autre question concernant la loi. La loi est-elle bafouée si le gouvernement prend une décision qui ne semble pas arrêter la propagation de la pandémie actuelle? Donc, vous venez peut-être de répondre à cette question. Je ne sais pas. Oui, 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 bien sûr. Donc, les gouvernements peuvent prendre des mesures et comme je l'ai dit auparavant, selon le droit international, les gouvernements peuvent prendre des mesures et peuvent limiter certains des droits garantis par le droit international. Pas tous, comme je l'ai dit. La protection contre la torture, par exemple, ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un juste pour prévenir une pandémie, par exemple. Mais le droit de la famille, le droit à la vie privée, le droit à quoi d'autre? Le droit à la religion, par exemple. C'est tout à fait possible, ils peuvent être limités. Et en Europe, selon la Cour européenne des droits de l'homme, c'est tout à fait possible. Et ainsi, certaines des décisions prises par des États étaient totalement en conformité avec le droit européen, tant qu'elle justifie la nécessité et la proportionnalité des mesures. Donc, si un État peut justifier la nécessité, c'est tout à fait dans le cadre du droit international. Et la chose la plus importante, encore une fois, est de pouvoir démontrer l'élément de nécessité et de proportionnalité. Les États ne peuvent pas prendre des mesures simplement parce qu'il y a une pandémie. Ils peuvent garantir qu'ils prennent des mesures aussi peu restrictives que possible pour atteindre l'objectif qui est justifié de protéger des personnes contre la pandémie. Donc, encore une fois, tant que la condition de nécessité et de proportionnalité est remplie, ils sont donc totalement dans leurs droits. Je suis tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Adèle, d'autres questions? Non, 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 rien pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves, voulez-vous dire un dernier mot? En fait, j'aimerais beaucoup entendre vos réponses. Vous avez parlé de l'Europe. Mais pensez-vous qu'en Europe, au sein de l'Europe, nous avons des gouvernements et des pays qui ont respecté l'équilibre entre les droits et la prise en compte de ce qui est vraiment nécessaire et de ce qui ne l'est pas? Quelles sont les restrictions qui sont vraiment nécessaires et celles qui ne le sont pas? Comment présenteriez-vous le panorama de cette question en Europe? Qu'en pensez-vous, Grace? Il est très difficile de répondre à cette question, car je pense que nous ne pourrons y répondre que dans un an ou deux.
car de nombreuses décisions ont été prises à la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci n'a pas encore pris de décision. Donc, je peux dire pour la France que sur la question des personnes vulnérables, la France a pris beaucoup de retard. Donc, par exemple, en ce qui concerne les questions des détenus et des migrants, nous avons vu que dans de nombreux pays, et certains pays qui ont un nombre très important de détenus, de prisonniers, l'État a décidé de mettre le plus de personnes possible en dehors du prison. Donc, par exemple, des personnes qui ont une peine courte, par exemple, ou des personnes qui étaient en prison pour une infraction très mineure. Mais en France, cela n'a pas été le cas. La population dans les prisons n'a pas changé du tout. Le nombre de détenus n'a pas changé et nous n'avons pas fait assez, je pense, à mon avis, pour garantir la protection des détenus qui vivent toujours dans des espaces surpeuplés. Et si je réfléchis, il faut protéger le droit à la vie familiale, par exemple, la vie de famille. Sur la question des migrants, comme au Portugal, par exemple, ils ont donné la citoyenneté temporaire à tous les migrants pour s'assurer qu'ils pourront avoir accès aux soins de santé et au système social pendant la pandémie. Et encore une fois, ce n'est pas un choix qui a été fait par la France. Mais je pense que la réponse du pays pourrait être proportionnelle dans certains domaines et pas dans d'autres en fonction de la politique interne. Mais pour moi, parce que je préfère parler des décisions qui ont été rendues par les tribunaux, nous ne le saurons que 2 ou 3 ans, je pense, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme aura rendu sa première décision sur certaines des mesures qui ont été prises dans toute l'Europe pour arrêter la pandémie. Si je peux ajouter un mot, je pense que pour autant que je puisse voir, je vais mettre de côté l'Europe de l'Est parce que je la connais moins, mais en Europe centrale, du Sud, du Nord, la fracture n'a pas été entre les gouvernements de gauche, de droite ou libéraux. La division n'était pas là. La division était entre les gouvernements efficaces et les gouvernements non efficaces. Et il y a une division entre les gouvernements qui prenaient des décisions basées sur des discussions avec les gouvernements locaux ou régionaux et les gouvernements, et la France est typique de cela, où le dirigeant principal, notre président, prend une décision, que ce soit mauvaise ou non, bonne ou pas, mais en utilisant un mode de prise de décision très centralisé. Et je pense que cela fera une différence à court et moyen terme. Donc, sur ce point, je pense que nous pouvons dire qu'il y a eu une certaine restriction des libertés fondamentales et que cela va durer encore quelques mois. La question est de savoir si cela va changer la façon dont nous voyons les libertés fondamentales, si certains droits seront complètement oubliés ou non, ou s'ils seront beaucoup plus limités et si nous obtiendrons certains droits, comme le droit à un logement décent qui devient de plus en plus important, ou les droits à un environnement sain. Et une chose qui reste à voir, c'est l'impact durable de COVID-19, bien évidemment sur l'économie, sur les inégalités sociales et aussi sur les libertés fondamentales, parce que nous pourrions bien voir que les choses changent et j'espère qu'avec quelques mesures participatives innovantes, les citoyens pourront à l'avenir participer pleinement au processus décisionnel, au moins en décidant de l'équilibre du gouvernement et des priorités de leur pays et de la manière dont ils doivent avancer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.